Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour ce webinaire consacré à la question « Comment l'expérience patient améliore-t-elle la pratique clinique ?» On a la chance d'avoir aujourd'hui deux hôtes de marque, en la personne de Jean-Michel Chabot d'abord, et puis dans quelques instants, on sera rejoint par Fabrice Denis. Donc, Jean-Michel Chabot, on ne le présente plus, il est professeur de santé publique, il est ancien conseiller médical à la Haute Autorité de Santé, et il s'est intéressé à de nombreux sujets, dont les PROMS, dont beaucoup d'entre vous nous parlent régulièrement, dont la décision médicale partagée. Et on est très heureux de l'accueillir. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre au cours de ces webinaires, pour vous les membres de l'IFEP, on a donc ce rendez-vous désormais de manière mensuelle. Et j'en profite, comme chaque fois, pour faire un petit point d'actualité sur l'Institut français de l'expérience patient, notamment parce que dans l'actualité de ces jours-ci, nous avons le lancement des groupes de travail thématiques 2021, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de nous rejoindre et de participer à nos travaux. Donc, vous avez toutes ces informations sur notre site internet. Il reste encore quelques jours, jusqu'au 15 mai, pour se faire connaître et s'inscrire dans nos groupes de travail. Alors, sans plus tarder, on va s'attaquer à cette question que j'évoquais en introduction, à savoir comment l'expérience patient améliore-t-elle la pratique clinique. C'est une question importante parce que très souvent, l'expérience patient est réduite à tout ce qui est périphérique aux soins. Et c'est ce qui explique aussi que pour un certain nombre de médecins, l'expérience patient, c'est un peu fumeux, c'est un peu lointain. Et donc, on tenait à l'IFEP aujourd'hui à aller sur le terrain de la pratique clinique. Et c'est la raison pour laquelle on a convié aujourd'hui deux médecins pour s'exprimer sur ce sujet. Et donc, je vais laisser sans plus tarder la parole à Jean-Michel Chabot qui va pouvoir, en une quinzaine de minutes, c'est ça le défi, Jean-Michel, exprimer auprès de nous son point de vue sur cette question. Alors, il a bien voulu partager avec nous le plan de son intervention que je vais le laisser commenter et sur lequel il va pouvoir revenir juste après. Oui, donc bonjour à tous. Je vous ai préparé un petit plan en 3 points principaux. Le premier a pour finalité de donner un peu d'assise à tout ça et de voir un peu d'où on vient. Le deuxième point, Ama le projettera juste après, c'est pour dire qu'on pourrait simplifier. Et le troisième point, c'est pour dire les marches qui restent à franchir encore. Alors, sur le premier point, on vient de loin. Des affaires comme on vient de le rappeler, la décision médicale partagée ou l'expérience patient ou des choses qui sont médiatisées, en réalité, on peut considérer que c'est la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus considérable que la seule partie émergée et qui est la résultante en réalité d'une prise en compte de moins en moins anecdotique, sinon de plus en plus considérable, de ce qu'est et de ce qui vient des patients et des malades eux-mêmes. Alors, je vous ai marqué des choses qui sont déjà anciennes et qui sont encore assez méconnues. Par exemple, le fameux « Nothing about me without me », rien ne me concernant ne se fait sans moi. Et bien, ça date de 1997, ça s'était tenu à Salzbourg. Il y a un très bon article qu'on peut facilement télécharger du premier auteur Del Banco qui raconte ça et qui raconte ce séminaire de plusieurs jours où ils étaient à peu près une soixantaine, plus que multiprofessionnels, parce qu'il y avait des non-professionnels de santé, il y avait des représentants de patients déjà, et où cette sentence « Nothing about me without me » avait été en réalité éditée.
1997, rendez-vous, ça fait 25 ans. Je vous engage d'ailleurs à être attentif à ces comptes rendus des séminaires de Salzbourg qui se tiennent toujours et qui sont toujours très en pointe sur des hypothèses de réorganisation du système de soins. Après, deuxième grande signature que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Berwick. Qu'est-ce que patient centré veut dire? Lisez ce papier d'Health Affairs en 2009, c'est absolument formidable. Il y en a un autre dans Annals qui était sorti en 2005 qui était My Right Knee, mon genou droit. Berwick, qui commençait à être âgé déjà à l'époque, il a plus de 75 ans maintenant, devait se faire poser une prothèse de genou et il raconte, rendez-vous compte, dans Annals of Internal Medicine, son hospitalisation pour la mise en place de la prothèse du genou droit. C'est tordant de voir à quel point Berwick se dit mais c'est quoi la prise en charge des malades et c'est quoi la qualité des soins dans toutes ces affaires-là. Ensuite, Davidoff. Davidoff, c'est un type beaucoup plus méconnu et il avait sorti, donc je pense, Ama, tu leur feras passer, pas maintenant. Il avait tout à fait, je ferai passer toutes les références que tu mentionnes. Très bien. Et donc, c'est un enseignant de la côte est des États-Unis, il a à peu près 85 ans maintenant, mais dès 96, dans le JAMA, il avait sorti un papier absolument formidable pour dire, écoutez, on va aller vers des histoires de patients centrés, on va aller vers une prise en compte réelle de ce que les gens veulent, de ce qui compte pour eux, de ce qu'ils ressentent, mais alors, j'aime mieux vous dire que si on va par là, c'est des modifications très importantes qui nous attendent et en particulier, la formation médicale va changer. La manière dont on considère la qualité des soins va changer. La manière dont on fait de la législation et du règlement pour organiser les systèmes de santé vont changer. Et donc, c'est une véritable évolution, en particulier de ce que sont les valeurs professionnelles sur lesquelles les professionnels de santé, les médecins et les autres professions de santé exercent et travaillent et qui consiste à mettre réellement le patient au centre. Et on n'y est pas du tout. Vous vous rendez compte, ça date de 96. Et puis, je vous rappelle, je passe rapidement là-dessus, le BM et son trépied, les 3 boules, et la boule qui concerne ce qu'on appelait les préférences patients et qui a été complètement écrasée par la dictature des preuves, ça revient un petit peu maintenant, mais enfin bon. Et puis, je vous cite en exemple un New England de mars 2012, dont le sommaire était consacré, 2012, ça va faire 10 ans, dont le sommaire était consacré de ce numéro de New England du 1er mars de cette année-là, dont le sommaire était consacré à la nécessité de prendre en compte ce que ressentent les patients pour organiser des systèmes de santé. Voilà. Donc, je vous ai mis ça à l'international pour bien se rendre compte qu'en réalité, ça vient de très loin, peut-être même de plus loin que ça. C'est toujours difficile de donner un début à un mouvement. En France, évidemment, les états généraux que la Ligue contre le cancer avait organisés à la fin des années 90, qui a débouché sur la loi droit des malades, sur l'émergence de l'éducation thérapeutique dans HPST, enfin, on en parlait déjà depuis une quinzaine d'années. Pour les libéraux, le critère satisfaction patient, qui est quand même de la même famille et qui apparaît dans l'accord cadre interprofessionnel en 2017. Et puis, si vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans la généreuse définition de Ma Santé 2022, il y avait ce qu'on appelait des mesures phares, et il y en avait 3 qui concernaient le patient, c'est-à-dire la prise en compte systématique, on en est loin, du point de vue du patient dans les séquences de soins, et l'introduction des patients dans la formation initiale des étudiants en santé. Et puis, on vient de loin, et je voulais vous rappeler aussi qu'en réalité, il y a une espèce d'alignement des planètes. Le fait que les objets connectés deviennent tout à fait fonctionnels, d'usage aisé et de commercialisation facile, fait que le recueil de ce qui vient du ressenti des patients, ressenti au sens le plus large du terme, est quelque chose qui devient maintenant complètement banalisé et donc on peut y aller.
Et donc, je n'insiste pas sur tout ce que vous pouvez trouver dans la littérature sous la signature d'Ethan Bach. Je pense que Fabrice Denis en reparlera tout à l'heure. En fait, il y a toute une série de papiers qui sont extrêmement intéressants de la part de ce cancérologue nord-américain, jeune encore, mais extrêmement entreprenant et très communicant. Voilà pour le premier point, pour vous dire que l'expérience patient, ça ne s'est pas trouvé sous le sabot d'un cheval il y a quelques mois ou quelques années. C'est une des résultantes de tout un mouvement qui est sans doute assez ancien, mais enfin qui est un peu structuré et de plus en plus puissant depuis, on peut dire maintenant, une vingtaine d'années. Garder ce que les Anglais diraient milestone, mais garder cette idée de nothing about me without me. Moi, j'avais été terrorisé il n'y a pas très longtemps de ça, quand j'étais rentré dans le bureau de Christian Saout à la HAS, et je lui avais mis sous le nez cette sentence et cet article. Et peut-être il m'avait joué la comédie, mais enfin, à mon avis, il n'en avait jamais entendu parler. Voilà. Deuxième point. Alors, juste avant d'en venir au deuxième point, une remarque sur ce que tu nous présentes, c'est beaucoup de références anglo-saxonnes. Est-ce que tu as une explication à cela? Est-ce que c'est culturel? C'est pour toute une série de choses, y compris nous d'ailleurs. Quand on a des choses à publier, on nous encourage fortement, c'est le moins qu'on puisse dire, et depuis des années et des années et des années et des années, à publier dans ce qu'on appelle les grandes revues anglo-saxonnes ou anglo-américaines ou australiennes pour certaines d'entre elles, ou scandinaves, quoi. On publie en anglais. Hein. Donc là-dedans, il n'y a pas que des anglophones de souche, si j'ose dire. Si vous regardez en particulier la composition de la soixantaine de participants au séminaire de Salzbourg en 97, c'est autant d'Européens que de non-Européens. C'est des réunions mondialisées avant l'heure. D'accord ? Voilà, et puis il y a quand même un certain nombre, sinon de références, au moins d'initiatives françaises. Si on relit la loi droit des malades, en 2002, le travail de Tabuteau est quand même quelque chose qui s'ouvre tout à fait. Et les critères satisfaction patient qui se retrouvent dans la convention médicale à partir de 2017, c'est quand même une ouverture aussi assez considérable. OK ? Ok. Alors, on en profite pour dire un mot d'accueil à Fabrice Denis qui nous a rejoint et à qui on va donner la parole tout de suite après. Et puis, pour ceux qui nous suivent, plus de 150 participants, 170, 186 même, vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions via l'outil. Donc, n'hésitez pas, nos intervenants et moi-même, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, et puis on réservera évidemment un temps d'échange après coup. Donc, voilà, c'est fait. On passe au deuxième point, Jean-Michel. Très bien, on vient de loin, c'est un vaste mouvement. Deuxième point, on pourrait simplifier. On pourrait simplifier, et là, je pense souvent à une analogie avec la montée en puissance de l'éducation de l'éducation thérapeutique à partir des années 90, on peut dire, quoi. Et je me souviens que Dieu sait si c'était difficile de pousser cette idée pour des tas de raisons, y compris de valeur professionnelle et culturelle. Les médecins ne voyaient pas les choses comme ça. C'était différent avec d'autres professions de santé. Mais c'était difficile à faire passer parce que les quelques équipes, il y avait Louvain, il y avait Genève, il y avait une ou deux équipes en France, au CFES, à Bobigny, un petit peu à Montpellier, et ben, ils se plaisaient à compliquer les choses. Et compliquant les choses en rajoutant des notions aux notions, sinon des concepts aux concepts, en réalité, d'abord, ils se bagarraient entre eux, et ensuite, ils rendaient l'idée un peu inaudible,
et un peu conflictuel. Et donc, je pense que quand on est comme ça sur des concepts émergents comme la prise en compte, le patient centré, la prise en compte du patient davantage, de l'expérience patient, tout ce que vous voulez, je pense qu'on a plutôt intérêt à simplifier le propos plutôt qu'à le complexifier. Et quand on est à cheval sur une notion émergente, il faut la simplifier. Parce que plus on la complexifie, en réalité, plus on risque de faire lever des oppositions. Alors, simplifier, je vous donne quelques exemples. Ça va en faire hurler quelques-uns d'entre vous parmi ceux qui écoutent, mais j'entends ici ou là des discours très savants entre la différence entre un patient expert ou un patient partenaire. D'accord, c'est pas la même chose, mais faut pas mettre ça en première ligne, quoi, parce que c'est quand même dans le même bocal. Je relisais encore ces jours derniers un très bon topo d'une médecin luxembourgeoise qui faisait une grande différence entre les proms génériques et les proms spécifiques. C'est-à-dire, les génériques, ça s'adresse à tout le monde, c'est le bien-être en général, qui est mesuré par un certain nombre de questionnaires et d'indicateurs, et puis des prompts spécifiques, par exemple à tel type de cancer ou à tel type de maladie chronique, ou ainsi de suite. Bon, je veux bien, mais commencer un topo en disant, vous savez, il y a deux sortes de prompts qui n'ont strictement rien à voir entre eux. Il y a les génériques et les spécifiques. C'est la meilleure façon de se foutre en l'air une partie du public. J'entends très souvent des discussions pour dire, ah oui, mais alors, l'expérience patient, ça n'a rien à voir avec la satisfaction patient. D'accord, ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas quand même là-dessus qu'il faut construire le discours. Et ainsi de suite. Je termine, je pourrais en parler sur ces différences comme ça qui sont en réalité un peu byzantines. L'expérience patient, ça n'a rien à voir avec la qualité des soins. Combien de fois on entend ça, à droite, à gauche? D'accord, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est quand même un peu quelque chose du même bocal. Donc voilà. Donc, même si ça vous paraît un peu un discours réducteur, je vous encourage plutôt, si je peux me permettre, je vous encourage plutôt à simplifier. Quand on pousse des idées un peu neuves, un peu dérangeantes par bien des aspects, pour les gens qui sont en place, eh bien, il faut les présenter de la manière la plus simple possible, au risque d'ailleurs d'être porteur d'une idée qui n'est pas aussi fondamentale que ça. Ce n'est pas parce qu'on la simplifie que ça la dévalorise vraiment à long terme. Bon, voilà. Et puis, je voulais terminer par un troisième point pour dire qu'il y a quand même des chantiers qui sont devant nous pour pousser les résultats probants qui sont déjà obtenus. Je pense que Fabrice Denis va en parler, mais je pense que presque tous d'entre vous, vous avez connaissance de ce qui est médiatisé largement par Ethan Bash depuis 2016-2017. Je vous ai identifié deux ou trois chantiers importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le value-based payment, autrement dit, les nouvelles modalités de rémunération. Donc, vous connaissez cette politique qui a été un petit peu mise entre parenthèses, pas tant que ça d'ailleurs, par l'administration Trump aux États-Unis, mais qui avait été extrêmement lancée au moment de l'Obamacare, il y a donc maintenant 7-8 ans, jusqu'à l'élection de Trump. Et qui dit, on va fonder une grande partie de la rémunération des professionnels de santé nord-américains, des médecins nord-américains, sur de value-based. Et c'est quoi le high value? C'est fondé sur deux paramètres en réalité. Premier paramètre, la bonne application intelligente des bonnes pratiques. Et le deuxième paramètre, le retour de l'expérience patient, le retour du ressenti patient. Bon. Et on a commencé au moment du rapport de Jean-Marc Aubert à essayer de voir comment on pouvait mettre en œuvre un peu ça en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on en est loin. On a encore une grosse centaine de milliers de médecins libéraux
qui travaillent dans des conditions extrêmement variables. Mais enfin, grosso modo, leur Bible, c'est la convention médicale. Et bien, regardez les négociations de la convention médicale, toutes les discussions tournent autour de la valeur du C, de la lettre clé. Et allez imaginer dire aux négociateurs conventionnels, à Thomas Fatome, qu'on va mettre en place du value-based, c'est-à-dire de la rémunération fondée sur de retours patients, vous déclenchez une opposition formidable. Donc, il va falloir gagner petit à petit cette bataille des nouveaux modes de rémunération. Il y a quelques expérimentations dans ce qu'on appelle les articles 51, dérogés pour innover, qui vont rentrer là, qui sont rentrés maintenant. Enfin, c'est encore très, très expérimental. Et donc, il y a quelques expérimentations qui sont fondées là-dessus. Je pense que dans le public, il doit y avoir mon vieil ami Pierre Dehaze qui doit avoir quelque chose comme article 51 qui tourne avec un peu cette idée. On est encore loin. Imaginez n'importe quelle profession et vous leur dites votre mode de rémunération va changer. Il va maintenant être pour partie fondé sur la qualité du service ressenti par ceux auxquels vous rendez vos compétences. J'aime mieux vous dire que si on payait les pilotes de ligne comme ça ne serait pas facile. Enfin, imaginez. Donc, on en est loin. Le deuxième grand chantier, c'est la formation initiale. Il faut faire passer dans l'ensemble des formations initiales, et naturellement des formations continues, mais des formations initiales, cette idée du patient centré et de l'élément essentiel que constitue le ressenti de ce patient au décours d'une séquence de soins. Bon, ben ça, c'est pas gagné. Moi, j'ai passé ma vie avec des étudiants et avec des collègues. On en est souvent très loin. Très, très loin. Et le dernier point qui est corollaire de celui-ci, c'est l'affaire des valeurs professionnelles. De la même façon qu'il faut faire évoluer nos valeurs professionnelles pour que le travail en équipe pluriprofessionnel devienne beaucoup plus la règle que ça n'est le cas actuellement. Actuellement, les valeurs professionnelles, c'est l'autonomie professionnelle, l'indépendance professionnelle et l'individualisme dans l'exercice. C'est un peu aux antipodes du travail en équipe. Et la deuxième chose essentielle, c'est le patient au centre du dispositif et non pas entre nous, le médecin. Ben ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait avec un claquement de doigts. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On est sur un très beau dossier, ça marche très bien, il commence à y avoir des résultats indiscutables, ça va s'accélérer, mais ça s'accélérera d'autant mieux que, un, on simplifiera, et deux, on entreprendra le plus rapidement possible les chantiers du mode de rémunération, de la formation initiale et des valeurs professionnelles. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Merci. Merci Jean-Michel. Je pense que ça fera réagir et ça a déjà fait réagir. Tu peux aller regarder dans le chat et éventuellement répondre aux quelques questions qui ont été posées. On va donner la parole à Fabrice Denis qui nous a rejoint. Fabrice Denis qui est oncologue, radiothérapeute et qui connaît bien les PROMS notamment, puisqu'on a cité tout à l'heure le professeur Ethan Bach. Je pense qu'il y a une grande convergence de pensée avec les travaux de Fabrice Denis. Merci d'être avec nous et puis on va sans plus tarder vous donner la parole pour une quinzaine de minutes qui nous permettra d'échanger ensuite avec nos participants. Alors, merci à tous et merci Ama pour cette invitation. Éventuellement, si tu veux, je peux partager mon écran parce que j'ai fait des petites modifs à mon diaporama. Sans problème. On essaye? D'accord. Si ça ne marche pas, on reprendra le tien. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je me suis inspiré des discussions qui avaient lieu, donc il est fait en temps réel en fait. Voilà. Est-ce que celui-ci apparaît? Oui, parfaitement. Ah bah c'est parti, alors très bien. Merci à tous. Alors, on va effectivement aborder le sujet un peu spécifique de
de la cancérologie, puis ensuite un parti pris un peu particulier de nouvelles applications telles que celles qui sont apparues avec le Covid, et non plus la Covid. Maintenant, on revient sur le Covid. Avec, selon Robert, hein. Je ne sais pas si selon Robert. Ah bah non, mais ça. Et donc, on va faire un petit peu le point sur des applications non plus de télésurveillance, mais d'auto-évaluation. Alors, hop, je démarre. Donc, on va aborder dans un premier temps la télésurveillance, l'usage de ces applications de e-proms en télésurveillance. Je ne parlerai pas des autres domaines de la télémédecine, comme la téléconsultation, etc. Donc, rapidement, ces e-proms ou ces applications d'expression par les patients de résultats et de symptômes, ça sert à suivre des patients avec des pathologies chroniques afin de détecter des événements amenant, le cas échéant, à des consultations anticipées, une prise en charge dès les premiers symptômes d'anomalie. Donc, par exemple, pour celle-ci, il y a chaque semaine pour des patients qui ont eu un cancer du poumon ou maintenant d'autres localisations, un SMS qui est envoyé au patient et celui-ci remplit une quinzaine de symptômes. Des algorithmes analysent ces symptômes pour envoyer des alertes au médecin référent, à l'équipe soignante, l'infirmière de coordination, ou alors vers le médecin généraliste en fonction des anomalies. Et le médecin convoque avec des examens spécifiques plus rapidement si besoin son patient en fonction des anomalies. Donc voilà du côté du médecin ce que l'on obtient, un tableau avec des couleurs, et lorsque les symptômes commencent à apparaître avec des intensités particulières, ça déclenche un email pour l'équipe soignante qui va appeler le patient, faire ici un PET scan et montrer l'existence, l'apparition d'une métastase qui sera prise en charge rapidement, et on voit l'amélioration des symptômes qui suit cette prise en charge quasi immédiate. On est sur des situations où théoriquement ces patients sont suivis tous les 2 à 3 mois, et les patients en général attendent 2 à 3 mois lorsqu'ils n'ont pas d'application pour consulter, même avec des symptômes. Donc effectivement, on a été parmi les premiers, voire même les premiers, à montrer que ce type d'application en cancérologie apportait un bénéfice en termes de survie médiane, c'est-à-dire d'allongement de l'espérance de vie avec un cancer grave qui est celui du poumon, et une première application qui a fait l'objet d'un premier remboursement, et on verra qu'elle sera suivie, cette application remboursée, par bien d'autres applications qui vont être remboursées en cancérologie notamment et en cardiologie. Alors, on parlait juste avant de satisfaction des patients, et c'est intéressant puisque une grosse étude se termine actuellement aux États-Unis avec mon camarade Ethan Bach, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur ces sujets, et il publiera dès le mois de septembre au Congrès européen de cancérologie de l'ESMO les résultats d'une grande étude randomisée avec 1500 patients utilisant ou non une application de télésurveillance pour tous les cancers et tous les traitements. Cette fois, on ne sera plus sur un type de cancer ou un type de traitement, mais tout cancer, tout traitement. Donc, ça fera vraiment référence avec une appli pour tout le monde. Et il a déjà publié, donc il y a quelques mois, les résultats en termes de satisfaction des patients utilisant cette application. Vous voyez que globalement, entre les patients fortement d'accord avec des questions type est-ce que le système est facile à utiliser, est-ce que les questions sont faciles à comprendre sur les symptômes, est-ce qu'elles sont pertinentes, ces questions, etc. On a 7 éléments qui sont en général fortement associés à une satisfaction du patient. Donc, c'est très important parce qu'il faut bien considérer que toutes ces applications de télésurveillance, elles sont faites avec les patients. Nous, la nôtre, qui s'appelait Sentinelle, qui a fait l'objet de l'étude qui a montré le bénéfice en survie, elle avait été conçue dès le départ, mais au tout départ avec les patients. Chaque question sur les symptômes avait été vue avec les patients pour que tout le monde comprenne bien la question et que les réponses soient interprétables par les médecins comme par les patients. Donc forcément, après, on ne s'étonne plus d'avoir une satisfaction élevée des patients puisque les outils sont créés avec eux. La question maintenant qui va apparaître, c'est plutôt bien, c'est comment on va choisir, côté patient et aussi côté établissement de santé, comment on va choisir une application de télésurveillance, de e-proms, pour le suivi notamment d'un cancer. Là, on travaille là-dessus avec ce qu'on appelle une task force, c'est-à-dire un board, un comité de scientifiques européens. Ethan Bach n'est pas européen, mais il nous y a rejoint, pour définir les critères de choix et de qualité des outils de télésurveillance. Parce que maintenant, il y en a pratiquement une quinzaine de disponibles en France et en Europe, pratiquement une trentaine, et tous ne se valent pas du tout.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de choisir tout et n'importe quoi comme logiciel ou comme éditeur, puisqu'on peut avoir, on va le voir, des situations assez critiques si le logiciel est entre guillemets mal fichu. Donc, les critères sur lesquels on discute et qui vont être publiés en février 2022, qui seront donc des critères de recommandation pour les établissements de santé et les médecins pour choisir un bon logiciel de télésurveillance en cancérologie, on peut d'ores et déjà dire qu'ils vont se baser sur un pilier, enfin un trépied, efficacité du logiciel, praticité et sécurité. L'efficacité, ça va être d'abord de vérifier que le logiciel a été basé sur des algorithmes issus d'études cliniques. Vérifier que les algorithmes qui envoient des alertes aux médecins en fonction des symptômes, ils soient validés dans des études cliniques, prospectives, c'est-à-dire de vraies études. Donc ça sera un critère majeur. Si un éditeur n'a pas d'études cliniques pour valider ses algorithmes, il ne sera pas retenu dans les recommandations et donc pas prescrit. Cette étude, il faudra qu'elle soit faite aussi en vie réelle, c'est-à-dire qu'on ait vérifié dans la vraie vie que le logiciel il soit bien utilisé et que justement la satisfaction des patients comme celle des médecins utilisateurs soit rapportée dans la vraie vie. Il faudra, et ce sera le cas pour les prochaines applications qui seront remboursées, qu'elle soit, cette application, une seule application pour tout le monde, et tout cancer, tout type de traitement. On ne va pas imaginer qu'un patient utilise 3 applications chaque semaine. Alors, une application pour détecter une rechute, et puis une autre application pour détecter des effets secondaires de son traitement, et puis une 3e application pour suivre l'utilisation ou le besoin en soins de support. Non, il faut une application pour le patient et surtout pour l'établissement, une application pour tous les types de cancers. Un exemple, les premières applications qui ont un remboursement jusqu'à présent ne sont pas pour tout cancer. La première application qui a un remboursement, elle est uniquement pour le cancer du poumon. Là, ça ne sera pas possible d'utiliser ce type d'application pour une seule localisation. Il faudra des applications tout cancer. Et heureusement, il y en a qui arrivent. Il faudra que les algorithmes soient récents, parce qu'il ne s'agit pas de se baser sur des données scientifiques qui ont plus de 5 ans, notamment pour le suivi des médicaments. Parce qu'en cancérologie, notamment, les médicaments changent tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés, et donc des nouveaux effets secondaires à intégrer dans les applications de suivi des patients. Donc, on se basera sur des applications ou des éditeurs qui ont des applications avec des algorithmes récents. Il faudra aussi que les questions qui soient posées aux patients, elles suivent maintenant une recommandation qui est celle du PRO-CTCAE. Alors, c'est bien compliqué, tout ça pour dire qu'en fait, les questions maintenant, elles sont standardisées. C'est-à-dire que pour, par exemple, poser la question à un patient s'il a des douleurs, il y a un formalisme particulier de la question qui doit être posée, et non pas « est-ce que vous avez des douleurs ?» pour l'interrogation. Non. Maintenant, il y a des questions qui sont validées dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne bien la question, et les logiciels de télésurveillance doivent utiliser ces questionnaires validés et publiés. Et il faut, dans l'idéal, ça commence à arriver dans les éditeurs, certains éditeurs, que l'outil permette une éducation thérapeutique du patient. C'est quoi une éducation thérapeutique? Tout simplement, le patient a un traitement anticancéreux particulier. Par exemple, ce traitement qui est en comprimé, il ne doit pas être pris avec du pamplemousse, du jus de pamplemousse, sinon ça baisse son efficacité. Eh bien, il faudra que les applications puissent donner des conseils comme ça aux patients selon les traitements qu'ils ont. Et ça commence à arriver. Ce ne sera pas une application uniquement pour envoyer des informations aux médecins, mais aussi ces applications pourront servir à donner des informations aux patients. Comment gérer aussi ses effets secondaires lui-même. Donc, vous voyez, on commence à aller loin dans l'usage. Ça, c'était l'efficacité. Maintenant, praticité. Il faut que ce soit pratique, il faut que ça soit utile et que ça serve. Que les gens s'en servent. Et pour ça, il faut que les questionnaires soient envoyés aux patients sous forme de SMS ou d'email. Pour l'instant, beaucoup d'applications n'envoient les questionnaires aux patients que par email, sauf que le SMS est quand même plus pratique. Il faut que les alertes, de l'autre côté, soient envoyées à l'équipe soignante. Il y a des logiciels de télésurveillance qui, bizarrement, n'envoient pas d'alerte à l'établissement de santé, mais au patient lui-même. Alors ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se retrouver avec une application qui n'envoie aucune information à l'équipe soignante dans la surveillance de cancer, mais uniquement au patient qui va se trouver hyper inquiet avec une alerte sans savoir comment la gérer. Donc, il faudra que les alertes soient envoyées à l'équipe soignante. C'est l'objet de la télésurveillance. Ce n'est pas de l'autosurveillance. Bien sûr, il faut que ces alertes puissent être gérées par plusieurs corps de métier et pas uniquement un médecin ou une infirmière. Donc, il faut plusieurs niveaux de gestion des alertes par une infirmière de coordination ou de pratique avancée et bien sûr par les médecins. Dans l'idéal, il faudrait aussi que ces logiciels soient intégrés au système informatique, ce qu'on appelle le système d'information de l'établissement de santé.
C'est quoi en pratique? C'est qu'il ne faut pas que le médecin ait à ouvrir 50 logiciels pour suivre un seul malade. Donc, l'idée, c'est que le logiciel de télésurveillance soit intégré dans le système et les logiciels informatiques du dossier médical du patient, par exemple. La sécurité. Alors, c'est amusant parce que la sécurité, jusqu'à il y a quelques mois, on ne se posait pas trop la question. On se posait surtout la question de l'efficacité de ces applications. Mais maintenant qu'elles ont fait leurs preuves et qu'elles deviennent des standards, on va en reparler, se pose déjà la question de sécurité, puisque certains éditeurs commencent déjà à avoir des problèmes de sécurité de leur logiciel. Alors, pour réduire ces risques de problèmes de sécurité, par exemple un algorithme qui ne fonctionne pas ou une application qui ne fonctionne pas, eh bien, il faut exiger, et c'est ce qui sera dans les exigences des recommandations européennes et même françaises, que le logiciel soit un dispositif médical avec un marquage CE de classe 2A. Ça ne garantit pas tout, mais c'est mieux que l'existence, c'est-à-dire aucun marquage CE ou un marquage CE de classe 1, parce que dans ce marquage CE de classe 2A, il y a une exigence de qualité et de gestion des risques de dysfonctionnement qui sont très fortes et qui poussent l'éditeur à se poser régulièrement la question de est-ce que mon algorithme y tient la route? Est-ce que ma circulation de données est sécurisée? Qu'est-ce qui se passe en cas de panne, en cas de bug? Quelle est la conduite à tenir en urgence, etc. Donc ça, c'est une exigence qui sera implacable pour les éditeurs de logiciels. Il faudra, on l'a dit tout à l'heure, que les algorithmes soient revus régulièrement avec une analyse de risque. Donc, un éditeur qui aura un algorithme qui n'aura pas été mis à jour, eh bien, ne pourra pas être utilisé. Enfin, son logiciel ne pourra pas être utilisé. Quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'il y a des éditeurs de logiciels de télésurveillance qui n'ont pas d'algorithme. Il suggère au médecin qui va surveiller le patient de faire ses algorithmes lui-même ou à l'établissement de faire ses algorithmes d'alerte lui-même. J'appelle les algorithmes faits maison ou bien qui peuvent être modifiés par l'équipe soignante. Ça, ce n'est pas possible parce qu'on est sur du dispositif médical et aucun assureur de médecin ne prendra en charge un médecin qui fait ses propres algorithmes parce que s'il y a un problème, le médecin sera totalement responsable des algorithmes qu'il fait et ce n'est pas son travail. C'est à l'éditeur de logiciel d'avoir des algorithmes validés par des études et pas au médecin. Et pourtant, il y a la moitié pratiquement des logiciels de télésurveillance en cancérologie qui circulent pour lesquels les algorithmes sont entre guillemets faits maison. Et ça ne sera pas acceptable. Il faut aussi vérifier que l'éditeur de logiciel ne soit pas l'objet d'alertes critiques par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, on encouragera les médecins et même les patients ou associations de patients à aller sur le site de l'ANSM sur les informations de sécurité. Il suffit d'aller sur ce lien, de cliquer le nom de l'éditeur de logiciel et de regarder les alertes de sécurité qui ont été rapportées par l'ANSM. Et bien sûr, les éditeurs de logiciels qui auront eu des alertes de sécurité graves, avec risque de perte de chance pour les malades, ça peut être notamment un algorithme qui ne marche plus pendant une semaine, et donc du coup aucune alerte est remontée au médecin, eh bien ces éditeurs seront, on va dire, sur la touche. Et bien sûr, on suggérera aussi aux médecins français d'utiliser des éditeurs de logiciels français ou européens pour le contrôle des données et ces marquages CE, classe 2. Le contrôle des données est quand même beaucoup plus on va dire, percutant grâce aux législations RGPD en Europe, alors qu'un éditeur d'un autre pays, chinois ou en tout cas extra-européen, je ne sais pas, on ne sait pas spécialement où vont les données, comment elles sont traitées ou vendues, etc. Alors que sur le sol français, on doit respecter la RGPD et donc utiliser des hébergeurs agréés données de santé, etc. Donc voilà un peu le trépied des grands principes qui sont en cours de réflexion avec la Société européenne de cancérologie. Donc voilà comment ça se manifeste, les signalements de dysfonction graves. Voilà à peu près une page, donc je n'ai pas mis le nom des éditeurs, on ne peut pas faire de la pub dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, à partir du moment où il y a une perte de chance ou un dysfonctionnement grave, eh bien, le site de l'ANSM fonctionne très bien et permet de savoir ce qui s'est passé. Ça, c'était pour la télésurveillance en cancérologie. Maintenant, on a vu des nouveautés en termes de e-proms pendant la Covid et notamment le site que l'on avait lancé avec l'Institut Pasteur et la PHP d'auto-évaluation. En plus, ce n'est pas de la télésurveillance maintenant, c'est de l'auto-évaluation
qui s'appelle maladiecoronavirus.fr et qui est un portail qui tourne encore d'ailleurs pour aider les patients qui pensent avoir une infection au Covid à savoir ce qu'ils doivent faire. Appeler le SAMU, appeler leur médecin traitant, etc. Donc, cette application, elle est bien sûr gratuite. Il n'y a pas d'envoi de données au médecin. Tout est dans on va dire, dans l'ordinateur du patient. Il faut juste un navigateur Internet et rentrer ce lien. Et les données sont anonymes. Et en fonction des symptômes d'un patient, de l'utilisateur, donc symptômes et comorbidités, donc ses antécédents, eh bien, un algorithme a été construit pour suggérer au patient soit d'appeler son médecin généraliste, soit de faire une téléconsultation s'il n'a pas un généraliste accessible immédiatement ou rapidement, soit d'appeler carrément le SAMU. Et l'objectif, en fait, de cette application, c'était de réduire la saturation du SAMU par des appels inutiles. Parce qu'on a débuté cette application au tout début de l'épidémie en mars 2020, le 18 mars 2020, on l'a lancé. La première vague commençait juste à monter. Et on a remarqué que le 15 était déjà saturé avant même que la vague épidémique arrive, parce que tout le monde, avec le moindre fièvre ou la moindre toux, appelait le 15. Donc, cette application d'orientation, c'est finalement pour l'instant l'application la plus utilisée en France. Il n'y a aucune application en e-santé qui a été autant utilisée. On est à près de 15 millions d'utilisateurs maintenant. 8 fois moins d'appels inutiles au 15, dans le cadre d'une étude qu'on a conduite avec l'Institut Pasteur. Ça montre clairement que ces applications d'auto-évaluation sont pertinentes. C'est-à-dire que les patients, que ce soit pour envoyer des données à leur médecin, mais aussi pour eux-mêmes, eh bien, ils sont très fiables dans l'évaluation de leurs symptômes, de leurs ressentis, pour peu que les questions soient précises et que les algorithmes soient validés. Donc, c'est un exemple un peu différent de eProms, où là, les données ne vont pas vers le médecin, elles restent sur l'écran du patient, mais elles l'aident à se prendre en charge, quitte à l'orienter vers une plateforme de téléconsultation ou vers son médecin généraliste. Et accessoirement, avec des données de big data, comme on dit, c'est-à-dire des grosses masses de données, puisqu'il y a 15 millions d'utilisateurs, donc ça fait beaucoup de données, eh bien, on a pu suivre et on continue de suivre l'épidémie, puisque en fonction du nombre de personnes, par exemple, qui déclarent sur l'application avoir une perte d'odorat, eh bien, la perte d'odorat, vous savez que c'est quand même très associé à l'infection par le Covid. Eh bien, on a pu montrer qu'avec cette application et la déclaration des utilisateurs sur leur perte d'odorat, eh bien, on avait pratiquement 50 jours d'avance sur les vagues d'hospitalisation. Et là, c'est la première carte de gauche, la 4A, c'est la carte des pertes d'odorat signalées mi-septembre dernier par les utilisateurs. Celle du milieu, c'est la carte des personnes qui avaient un test PCR positif au même moment, donc mi-septembre. Et vous voyez la vague d'hospitalisation qui a eu lieu un mois et demi plus tard, la fameuse deuxième vague. Eh bien, les départements sont quasiment superposables à la vague d'utilisateurs avec une perte d'odorat 50 jours plus tôt. C'est normal, parce que ce sont les jeunes qui se contaminaient à la rentrée scolaire, qui ont repassé l'infection à leurs parents et eux-mêmes à leurs parents, et on s'est retrouvé avec une vague d'hospitalisation 49 jours plus tard. Donc, ce type d'outils, ce sont des outils aussi citoyens qui peuvent permettre, dans des situations un peu particulières, d'avoir des données en grande quantité, et le tout en restant anonyme, sans tracking, etc. Donc, pour conclure, eh bien, ces applications d'eProms, ce sont maintenant des évolutions et bien probablement même des révolutions, puisqu'on trouvera ça normal dans quelques années d'être suivi par ce type d'application dans certaines pathologies. Le patient est totalement acteur de sa santé et là, pour le coup, sans le patient, il n'y a pas de télésurveillance. C'est apporté par un niveau de preuve qui est très élevé et c'est même inscrit, la télésurveillance, dans la stratégie décennale du plan cancer de l'Institut du cancer, qui a été publié en février dernier, ce qui veut dire qu'à partir de 2022, eh bien, ce type d'outil sera recommandé pour certains cancers, comme essentiellement les cancers à pronostic modéré ou grave. Les cancers de très bon pronostic n'auront pas forcément besoin d'être suivis par ce type d'application, mais au moins les cancers à risque élevé de récidive. Donc, ça va rentrer dans, on va dire, les us et coutumes progressivement, et ce, d'autant que des actes médicaux vont enfin être créés, c'est ce que vous disiez précédemment, chers confrères. Il n'y a pas d'actes médicaux pour que les médecins s'en servent de ces outils, et bien ces actes vont être créés en fin d'année et vont être votés au futur projet de loi de la sécurité sociale. Donc enfin, il y aura une reconnaissance pour le médecin d'utiliser ces outils qui donnent du travail supplémentaire, mais aussi de bons résultats.
Ces outils vont être donc diffusés en France progressivement en 2022 et en plus, de nouvelles applications, tout cancer, vont être remboursées. Et en cardiologie aussi, dans le suivi de l'insuffisance cardiaque, il y aura des remboursements qui vont arriver. Et ce qui est très important, c'est que les critères pour donner un remboursement à ce type d'outils vont évoluer fortement. C'est-à-dire que pour l'instant, pour avoir un remboursement, il faut sauver des milliers de vies avec une application. La satisfaction des patients n'est pas spécialement un critère de jugement dur retenu par la Haute Autorité de Santé. Eh bien, ça va changer puisqu'on travaille justement avec la Haute Autorité de Santé pour que les critères de satisfaction du patient, aussi des critères médico-économiques, parce que ça fait économiser de l'argent d'utiliser ces outils, aussi des critères de qualité de vie et des critères aussi de modification du parcours de soins. Eh bien, tous ces critères vont être utilisés pour des remboursements avec des niveaux d'études demandés qui seront aussi un peu moins forts que les études randomisées, puisque les études avec tirage au sort, c'est vrai que c'est à des hauts niveaux de preuve, mais c'est tellement coûteux et long que peu d'éditeurs peuvent se permettre de lancer ce type d'études. Et heureusement, il y a des outils pour faire des études, on l'a vu avec maladie-coronavirus.fr, avec de la big data, qui vont permettre de donner des résultats plus rapidement sur l'efficacité de ces outils. Voilà. Merci Fabrice. Les participants, les 180 participants comme moi, on a suivi ces deux présentations avec beaucoup d'intérêt. Mais quand je reviens à la question initiale que nous nous sommes posée, à savoir comment l'expérience patient, elle participe aussi à l'amélioration de la pratique clinique, j'ai envie, à l'un et à l'autre d'ailleurs, de vous demander, au fond, qu'est-ce qui aujourd'hui limite la prise en considération de l'expérience patient chez certains de vos confrères médecins et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément, vous nous avez montré un certain nombre, pour les convaincre que l'expérience patient, ce n'est pas simplement dans un sens. Nous, médecins, on va apporter nos compétences pour soigner les patients, mais en tant que médecin, on peut aussi profiter du feedback que nous font les patients, leur retour sur les symptômes, vous en avez parlé, pour améliorer la pratique clinique. Pour l'instant, c'est clair qu'on passe de pas grand-chose en termes de prise en compte de l'expérience patient à maintenant, on prend totalement en compte l'expression par le patient de ses propres symptômes, de là à créer même des outils remboursés. Je ne sais pas déjà si vous mesurez le pas qui est franchi quand même. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus individuel, il faut faire aussi attention au fait que même si le médecin n'a pas d'obligation de résultat, il a quand même une obligation de moyens. Et c'est un peu la question que j'ai vue passer tout à l'heure, c'est comment on choisit les logiciels et pourquoi ce n'est pas le patient qui choisit son logiciel. Si on établit une grille, et on l'a vu, on est en train de la faire, cette grille pour dire un logiciel, il est mieux qu'un autre. Ça veut dire que le médecin qui utilisera le bon logiciel, entre guillemets, eh bien, on va dire qu'il a d'abord moins de risques d'avoir des faux négatifs, c'est-à-dire des erreurs du logiciel, et même si ça peut arriver, c'est comme tout. Et surtout, en termes de risque juridique, comme il a une obligation de moyens, c'est le médecin qui prend la responsabilité en cas de pépin. Et donc, c'est lui qui doit utiliser le meilleur logiciel. Alors, heureusement, tous ces logiciels, ils sont construits avec les patients. Donc, finalement, les uns et les autres se rejoignent. Mais un patient ne pourra pas en soi imposer un logiciel s'il y a des critères, et on les a vus, ils sont très sérieux les critères, ce n'est pas pour faire joli, il y a eu des anomalies déjà des éditeurs qui sont placardés parce que leur logiciel ne marche pas et qu'il y a des patients qui n'ont pas pu avoir un suivi correct. Et pourtant, si ce patient avait voulu être suivi par ce logiciel, on fait quoi? On prend un logiciel qui ne marche pas parce que le patient le souhaite, ou alors on prend un logiciel qui est validé. Il faut que les deux se rejoignent. Et le meilleur moyen que les deux se rejoignent, c'est d'évaluer régulièrement la satisfaction des patients et de faire des études en vie réelle. C'est-à-dire vraiment, voilà, le logiciel, il est utilisé. Tous les patients, tout venant, vont l'utiliser et vont donner leur ressenti. Et ce logiciel sera corrigé au fil de l'eau par ses retours d'expérience. Et ça rentre dans les marquages de classe 2A, ces fameux marquages de qualité. C'est ces retours, ces évaluations par les patients eux-mêmes, aussi bien que par les médecins eux-mêmes. Donc, c'est une manière un petit peu, on va dire, organisée de faire bénéficier aux patients des meilleurs logiciels, d'avoir pour les médecins une sécurité en termes d'utilisation, et puis de prendre en compte au fil de l'eau le retour des patients. Okay. Jean-Michel? Oui, donc je pense que là, les arguments présentés sont heureusement
incontestable. Ce qu'on appelle le niveau de preuve de ce qui ressort d'études cliniques depuis, on peut dire maintenant, plus de 5 ou 6 années, est indiscutablement en faveur d'une prise en compte croissante du ressenti des patients. Moi, je ferais quand même trois petits bémols Rapide, les bémols, Jean-Michel. Dans un discours très positif. Le premier bémol, le collègue dit très bien, il va y avoir un acte ou des actes qui vont être nomenclaturés pour reconnaître et valoriser tout ça. Très bien, ça serait mieux si c'était des nouveaux modes de rémunération. Ça serait beaucoup mieux si c'était dans le cadre de forfaits à discuter avec les professionnels, avec tout le monde. Je vois pas d'accord. Mais sortons de l'acte, non d'un chien, sortons de l'acte et allons vers des rémunérations d'équipe. Il y avait une question justement sur l'article 51 tout à l'heure. Je ne sais pas s'il en existe. C'est évidemment vers des rémunérations d'équipe. Qu'on ait créé des actes pour la télémédecine, la télésurveillance, la téléconsultation, la téléexpertise, c'est un non-sens. Il fallait payer au forfait des équipes ou des établissements qui s'équipent de ces fonctionnalités et qui les utilisent. Mais il ne fallait pas créer des actes. Il faut sortir de l'acte le plus rapidement possible. Un autre petit bémol aussi que je voulais dire là-dessus, et qui ne s'est pas souffler le froid. Dans toutes ces affaires-là, il faut porter le respect aussi des patients qui ne veulent pas être acteurs de leur santé. Absolument. Je pense que le collègue en cancérologie doit savoir travailler. Il y avait eu un magnifique papier dans le New York Times sous la signature de Schwartz. Je vous donnerai les coordonnées, et qui parlait de décision médicale partagée il y a de ça une bonne dizaine d'années, quand c'était encore balbutiant, mais il y avait déjà des équipes, en France aussi sûrement, enfin en l'occurrence là c'était des équipes nord-américaines, qui étaient axées sur la décision médicale partagée, pour des tas de raisons. En particulier en 2012, 2013, 2014, 2015, il y a eu des accords avec les assurances privées, certaines assurances privées américaines qui disaient on rémunère telle prise en charge d'un cancer de la prostate, d'un cancer du sein, ce que vous voulez, à partir du moment où la décision thérapeutique, elle est prise dans un schéma de décision médicale partagée. Vous voyez un peu le levier qui est utilisé. Vous utilisez une stratégie de décision médicale partagée, on vous paye. Bon. Et Schwartz racontait ça dans le New York Times en disant ma mère qui avait un cancer du sein vient me voir et me dit écoute, je suis absolument incapable. Je suis incapable je ressens pas ça du tout. Occupe-toi de mon cas. Et Schwartz termine l'article dans le New York Times en disant elle me remercie encore aujourd'hui de lui avoir sauvé son sein. Elle a refusé de prendre part au schéma de décision médicale partagée. Son fils est rentré dans le système. Il a pris pour elle la décision. Tout ça n'a pas d'importance. Je veux dire par là, et Denis, tu dois voir ça souvent, oui, absolument. Qui ne veulent pas s'en occuper. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup de médecins que je soigne sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils se laissent complètement porter. Voilà. C'est étonnant, hein. Voilà. Médecin qui devient patient, voilà, tu fais ce que tu veux avec moi, de toute façon. Voilà, je veux pas me perturber. Exactement. Voilà, moi j'appartiens à cette catégorie. Mais bon, je ne disais pas du tout ça pour revenir en arrière sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, mais je dis. Bien sûr, non, mais ça existe. Il y a cet aspect. Non seulement ça existe, mais quelqu'un posait la question tout à l'heure dans le chat. Est-ce que ces nouveaux dispositifs, cette irruption de la technologie, est-ce qu'on a encore la possibilité, si on le souhaite, d'y échapper? Est-ce qu'il y a un mode déconnecté pour bien sûr. Ceux qui ne souhaitent pas en passer par là? Bien sûr. Il y a deux méthodes. Il y a une méthode, pour se déconnecter, c'est pas dur. On dit juste non à son médecin qui va proposer ce logiciel. Et donc là, le suivi sera classique. Et puis, il y a l'autre méthode qui est intéressante, qui est plus pour des personnes qui ne savent pas se servir d'un smartphone ou d'un ordinateur, etc.,
qui est d'amener une infirmière au domicile une fois par semaine ou tous les 15 jours pour l'aider et ensemble, humainement en plus, il y a un contact humain, à remplir les éléments, qui est très fort en termes d'efficacité, même plus fort que le PROMS que l'on utilise soi-même. Ça, c'est Tanbach qui l'avait publié dans sa première étude, puisque les personnes qui sont isolées numériquement, qui n'ont pas accès donc à ce type d'outils, ce sont ceux qui bénéficient le plus de la télésurveillance. Exactement. Parce que l'infirmière qui va chez eux, elle l'évalue, le patient, elle confronte ce qu'il dit, ce qu'il ressent à ce qu'elles observent. Et alors là, pour le coup, on amplifie les choses. Puis un patient peut-être va passer à côté d'une douleur qu'il a, mais bon, je ne fais plus attention à cette douleur parce qu'il a depuis 6 mois. Et l'infirmière dit, mais si, vous avez cette douleur qui persiste. Ou alors, vous avez perdu pas 3 kilos, mais 5. Et là, on sait que cette manière intermédiaire de se faire aider pour utiliser ces outils est très puissante pour ces populations isolées numériquement. Alors, j'ai une question dans le chat qui est posée, mais comment les patients comment ils sont intervenus pour créer, on dit, les patients ont créé ces applications. Dans le cas de ce que j'avais conçu il y a maintenant 7 ans, ça passe. En fait, on avait demandé à une centaine de nos patients de remplir sur un papier un tableau pendant 6 mois, chaque semaine avec tous les symptômes qu'ils avaient au décours de la prise en charge d'un cancer du poumon. Donc, c'est eux qui remplissaient des tableaux avec douleur ou telle légère, moyenne, importante à tel moment. Et donc, on a travaillé avec eux et à partir de ces 100 patients et 6 mois de suivi, on a créé les premiers algorithmes. Et ensuite, on leur a refait utiliser non plus un papier avec le tableau dessus, mais une application avec ces symptômes. Et là, rebelote, ils l'utilisaient et puis nous donnaient leur retour en termes de compréhension, d'utilisation, d'aspect simplement de l'écran. Est-ce que c'était joli, beau, compréhensible? Est-ce que la question était suffisante? D'ailleurs, on a rajouté des questions sur des symptômes auxquels on n'avait pas pensé initialement. Donc, richesse absolue, sans patients, ce n'était pas possible sans les patients de créer ce type d'outils. Et c'est vrai que dans ce que tu nous as présenté tout à l'heure, notamment les critères qui vont se durcir pour le choix des applications, il y a des choses qui concernent le caractère ergonomique, pratique des applications. Est-ce que ça continuera de se faire avec la participation de patients? Parce qu'on a eu une question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par solution faite avec les patients? À quel moment ils interviennent? Tout le temps. C'est vrai que sur ces sujets-là, ils ont une valeur ajoutée incontestable. Évidemment, parce que même si un logiciel a passé le cap de son remboursement et de ses études, derrière, il y a ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire vraiment la phase de déploiement large. Et c'est souvent là qu'on a encore des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce qu'évaluer un logiciel sur 300 patients, ce n'est pas pareil que l'utiliser sur 300 000. C'est comme les vaccins, il n'y a pas d'effet secondaire chez 5 000 malades, mais chez 5 millions, on en trouve. Là, ça sera la même chose, ça sera ce qu'on appelle de la matériovigilance. Entre autres, c'est-à-dire qu'un patient qui dira c'est bizarre, quand je fais ça, ça ne fonctionne pas, j'ai envoyé 2 fois mon questionnaire alors que normalement ça ne doit pas, eh bien on rentre dans la matériovigilance, on rentre encore dans ces marquages de classe 2 qui rendent cette matériovigilance obligatoire. Donc ça permet de renforcer en vie réelle et à large échelle l'efficacité et l'utilité. Et régulièrement, moi je reçois des emails des patients via l'application qui nous disent tiens, ce serait bien d'ajouter ça ou de retirer ça parce que ça ne sert à rien, etc. En plus, les temps changent. Il y a eu un avant et un après Covid. Les certitudes qu'on avait avant sur certaines questions, par exemple, de qualité de vie, les questionnaires de qualité de vie avant la Covid, ils ne fonctionnent pas pareil après la Covid. Lorsqu'on a 30 millions de personnes qui sont un peu, on va dire, stressées, tendues, bizarrement, tout le monde a une qualité de vie qui se dégrade. Et pourtant, c'est les mêmes questionnaires depuis 2 ans. Là aussi, ça fait partie des critères qui doivent être revus en fonction des situations. On arrive à la fin de cette heure de présentation. Alors, vous le savez, nos webinaires se découpent en 2 temps. On a fait la partie grand public et je remercie tous ceux qui ont interagi, posé des questions à nos 2 intervenants. Et on va basculer maintenant dans la séquence réservée aux membres de l'IFEP qui auront la possibilité de continuer le débat et de participer à une interaction qui se poursuit avec Jean-Michel Chabot et Fabrice Denis. On se retrouve donc dans quelques instants sur un autre canal. Merci à tous ceux qui ont participé et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire. À tout de suite ou à bientôt.